mon invité pour ce Zoom est Maître Pierre Gentillet. Bonjour Pierre Gentillet. Bonjour. Alors vous avez été président des Jeunes de la Droite Populaire avec Thierry Mariani et élève avocat. Vous avez été président d'un des principaux syndicats étudiants. Vous êtes aujourd'hui avocat, chroniqueur sur CNews et toujours pilier de Bistrot Liberté. Comment jugez-vous votre parcours ? Après être avocat, je suis devenu avocat. Je précise juste, mais je sais pas mon parcours. Moi, j'ai un parcours de quelqu'un qui essayait de s'intéresser à l'espace juridique et politique. Maintenant, j'ai la possibilité, depuis quelques mois, de m'exprimer dans plusieurs chaînes, auprès d'un public plus large. Mon parcours professionnel, moi, je suis assez satisfait de mon parcours professionnel. Aujourd'hui, je suis indépendant, je suis avocat à mon compte. Et c'est une belle aventure qui commence. Et ensuite, sur le plan politique, moi j'ai toujours eu des convictions assez affirmées, assez poussées, et en même temps, tout en essayant de dire les choses avec ma façon à moi, avec mon ton, avec ma forme. Et c'est ce que j'essaie de continuer à faire sur des questions importantes qui sont liées à l'identité, qui sont liées à la défense des libertés individuelles, etc., etc. On va voir ça tout de suite. Depuis des mois et des mois, vous ne cessez de pointer du doigt la crise de l'état de droit, la crise de la représentation. Et vous prenez pour exemple, la crise sanitaire qui nous frappe depuis 2 ans. En quoi la crise sanitaire explique la crise de l'état de droit ? Alors, c'est une très grande question. C'est-à-dire déjà, il faut commencer par un effort de définition. Quand on est un bon juriste, ce qu'on vous apprend en études de droit, parce que je donne aujourd'hui encore des cours depuis 6 ans à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à mes étudiants en droit, et je commence toujours mes cours en leur disant une bonne démonstration commence toujours par un bon exercice de définition. Qu'est-ce que l'état de droit ? L'état de droit, c'est un principe qui nous vient, qui est le fruit d'une école juridique, essentiellement une école juridique du XIXe siècle, et qui part du postulat que le droit doit être au-dessus de la volonté politique. Ce qui signifie que le politique est enferré à travers le droit. Donc, certains textes constitutionnels, certaines libertés fondamentales garanties par le droit empêchent le politique d'avoir une grande marge de manœuvre. De la même manière que certains référendums ne peuvent pas passer, vous savez, en France, on ne peut pas tout faire, même des référendums, parce qu'ils seraient contraires au droit ou contraires à certains principes constitutionnel, on y reviendra peut-être. Ce qu'a démontré aujourd'hui la crise que nous avons traversée, la crise Covid, c'est qu'au fond, l'état de droit, c'est une fiction, et c'est une fiction parce que c'est quelque chose qu'on a pu tordre assez facilement. Je prends l'exemple du pass vaccinal et du pass sanitaire. Nous avons été très nombreux, professeurs de droit, avocats, juristes, à expliquer pourquoi, mais de façon rationnelle, pourquoi le pass vaccinal et le pass sanitaire étaient totalement disproportionnés au regard de l'objectif à atteindre et qu'ils ne pouvaient être conformes aux principes constitutionnels tels que dégagés par le Conseil constitutionnel. Qu'il s'agisse du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, c'est-à-dire les garants de l'état de droit, ceux qui font fonctionner notre état de droit, eh bien, ils ont tous failli. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, moi, si vous voulez, de par ma formation juridique, j'ai acquis la conviction que c'est une chimère, c'est une fable. L'état de droit est une fiction. Et l'avantage de cette crise, c'est que ça nous a montré que l'état de droit est une fiction. Qu'à partir du moment où le politique définit une situation d'urgence, peu importe sa réalité, le Covid n'est pas la peste noire. Eh bien, au nom de cette situation d'urgence pointée par le politique, on va tout faire accepter. Néanmoins, Pierre Gentillet, vous affirmez que la neutralité protectrice de l'état de droit a été bafouée pendant cette crise sanitaire. Mais est-ce que ce n'est pas finalement le prix à payer pour maintenir au mieux les libertés fondamentales en respectant les impératifs d'ordre public ? Mettre l'état de droit à côté, peut-être partiellement, pour protéger, sauver des vies, dirait votre interlocuteur de la République en marche. Oui, mais même ça, c'est contestable parce que, reprenons un peu l'exercice juridique tel qu'il a été démontré par le Conseil constitutionnel. Pour vous expliquer un petit peu, notre système juridique fonctionne sur une pyramide, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Tout en haut de cette hiérarchie juridique, il y a la Constitution et les principes constitutionnels. En dessous, vous avez les traités, vous avez les lois, les décrets, etc. Lorsqu'il y a une inconformité, une opposition entre une norme inférieure et une norme supérieure, c'est la norme supérieure qui l'emporte. Ici, le Conseil constitutionnel nous a dit il y a un principe constitutionnel qui justifie la restriction à nos libertés, parce que le pass, c'est une restriction de nos libertés. Même le confinement, d'ailleurs, a été une restriction de nos libertés, mais au cas particulier, le pass sanitaire, le pass vaccinal, est évidemment une restriction de nos libertés. La question est de savoir si elle est proportionnée au regard de l'objectif à atteindre et du principe constitutionnel. Le principe constitutionnel, c'était celui de préservation de la santé.
Or, pardon, mais même sur ce terrain-là, le Conseil constitutionnel a faux. Puisque la santé, si on reprend la définition de l'OMS, ce n'est pas qu'un état physique, c'est aussi un état psychique, moral, mental. Or, quels ont été les dégâts qui ont été causés socialement, à la fois par le confinement et par les passes? L'isolement social, les dépressions, les suicides d'adolescents. Et je peux parler aussi du masque pour les enfants, le port du masque pour les enfants obligatoire à l'école. Tout ça, ça aurait dû être mis en balance, et rien que ça aurait dû normalement inciter les juges à plus de modération, à plus de prudence, plutôt que de foncer, en plus dans un pass qui, je le rappelle, n'est pas efficace, puisque, on l'a vu, la vaccination ne protège pas efficacement de la transmission du virus. Il y a une notion essentielle que vous évoquez et qui risque quand même de surprendre. Vous dites que notre rapport à l'autre a changé. Je vous cite, « Tout citoyen peut devenir du jour au lendemain un ennemi ». Un ennemi, mais votre propos rompt avec les gestes que l'on a vus pendant 2 ans, réels de solidarité qui se sont multipliés pendant cette crise, et notamment aussi celles qui vont arriver. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'en fait, dans cette crise-là, on a vraiment traversé un moment très important, c'est-à-dire qu'on a eu une double pression. Il y a la pression qui s'est exercée de la part des institutions, de la police, pour faire respecter les mesures de confinement, de port du masque à l'extérieur, de couvre-feu, de passe vaccinal, passe sanitaire. Et il y a aussi, et c'est ça qu'il faut voir, une action horizontale, c'est-à-dire des citoyens eux-mêmes, où chaque citoyen est devenu un ennemi. Le non-vacciné est un ennemi. Celui qui n'est pas masqué est un ennemi. Chacun est porteur potentiellement d'un virus dont on a l'impression que c'est la peste noire, alors que pas du tout. Et ça, si vous voulez, ça a instauré un climat de défiance, un climat où certains comportements se sont révélés. Je veux dire, on a tous vécu cette scène où vous avez un dingue dans la rue qui vous hurle en plein air le masque. Vous voyez que ça a réveillé certains comportements un peu hystériques, si vous voulez. Et puis ceux qui avaient une petite autorité, je pense dans les entreprises, qui étaient très contents d'imposer le port du masque alors que ça servait quasiment à rien. Si vous voulez, en fait, il faut toujours voir dans une mesure le coût et le bénéfice. Je pense que le bénéfice de ce que je lis, moi, sur des revues scientifiques, est relativement mineur au regard du coût, de la gêne respiratoire, et puis même de la construction de notre univers avec uniquement des gens masqués. Donc ça, si vous voulez, cette crise-là, elle a aussi montré qu'on a fait des citoyens les surveillants aussi de toute la société. Et ça, alors je pèse mes mots, mais il faut faire très attention parce que les sociétés totalitaires ont aussi ces caractéristiques. C'est à la fois une pression du haut, que vous preniez par exemple les 2 États par excellence, l'État national-socialiste allemand et l'État stalinien. C'est une pression de l'État, certes, mais c'est aussi un état de surveillance où chaque citoyen surveille l'autre. Mais pendant 2 ans, vous dites que le droit a révélé son absurdité. Mais est-ce que c'est le droit qui a révélé son absurdité ou les gouvernants qui étaient absurdes en utilisant le droit de cette façon-là? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, oui, il y a des mesures qui étaient totalement absurdes. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que juriste, là, vraiment, plus qu'en tant que... Je ne suis pas polémiste, mais en tout cas, quand je chronique un petit peu sur certains plateaux télé comme le vôtre, c'est de voir à quel point cette crise a interrogé notre droit dans toute son absurdité. Je m'explique. Certaines mesures, si vous voulez, quand on adopte une mesure, c'est-à-dire un décret ou une loi, il y a toujours un objectif qui est visé. Par exemple, le pass sanitaire ou le port du masque, l'objectif visé, c'est la préservation de votre santé. Bon. Il se trouve que là, nous obéissions tous à la règle, de la même manière qu'aujourd'hui, quand je prends le métro, je vois plein de gens masqués, mais qui sont masqués non pas par peur du virus, mais par peur de la sanction, par peur du regard d'autrui. Tout ce que je vous ai expliqué, la sanction pénale qui vient de l'État, l'amende, et la sanction du regard, et éventuellement des gens qui vont venir vous embêter en disant le masque. Et pourtant, vous voyez, c'est ça qui est absurde. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'obéissez pas à la règle pour l'objectif qu'elle vise, l'objectif de justice, préservation de la santé. Pareil pour le pass vaccinal, pass sanitaire. On sait que quand vous mettiez... comme le but du pass sanitaire, pass vaccinal, c'est de limiter la circulation du virus. Si vous mettez à l'intérieur d'un restaurant ou d'un bar ou d'une boîte, des gens qui sont tous vaccinés, mais qui peuvent faire circuler le virus, si vous mettez des non-vaccinés et qui sont testés négatifs, mécaniquement, vous comprenez à ce moment-là que le principe du pass n'a plus aucun sens. Mais plus aucun sens. Surtout quand on nous explique que les bars et restaurants sont des hauts lieux de contamination. Donc, l'absurdité de notre système juridique a vraiment, je trouve, été mis
en lumière à travers cette crise. Il faut comprendre aussi une chose. Alors là, je parle un peu plus pour les initiés juridiques, mais je vais essayer d'être pédagogique et n'hésitez pas à m'arrêter si j'étais pas assez pédagogue. Mais moi, je réfléchis beaucoup à ces questions de philosophie juridique. Et vous avez une école juridique en France qui domine, et qui domine assez clairement en Europe, qu'on appelle l'école du positivisme juridique. Cette école postule, c'est l'école de Hans Kelsen, juriste autrichien brillant, qui postule qu'au fond, nous devons respecter au droit le droit parce que c'est le droit. Vous savez, la loi, c'est la loi. Tu obéis la loi parce que c'est la loi. Eh bien, je considère que cette école juridique qui fait que finalement ce système juridique qui est celui de l'état de droit, du respect du droit pour le droit, et non pas de l'objectif qui est visé derrière le droit, c'est un objectif de justice, eh bien, nous conduit à des absurdités. Il y a d'autres absurdités. Absurdités, vous les voyez tous les jours quand vous remplissez certains papiers administratifs. Ça n'a absolument aucun sens. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que le droit ne véhicule pas de sens, ou plus de sens. Il ne véhicule que de la norme et de la contrainte. Et même pas de la norme et de la contrainte dans le but d'atteindre un objectif louable de protection de l'environnement, de protection de la santé, mais uniquement pour le respect de sa propre norme. Et ça, je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour un système juridique de s'écarter de son objectif final, de ce que Carl Schmitt appelait la réalité concrète, la réalité matérielle et organique qui doit être visée par le droit. Aujourd'hui, le droit est fou. Vraiment, le droit est fou. Ah oui, mais vous dites même l'état de droit se meurt. On fait ce constat, il dit l'état de droit se meurt, et alors, raison de plus, vous dites, mais raison de plus de se montrer optimiste. Bien sûr. Là, je n'ai pas suivi. Je suis de nature très optimiste. Je crois que vous me connaissez depuis un certain temps. Je suis de nature assez optimiste. Je vais vous expliquer pourquoi. L'état de droit qui se meurt, il n'y a pas matière à optimisme. Quand l'état de droit se meurt, ce sont les plus pauvres et les plus faibles et les plus fragiles qui mais non. C'est ça toute la fable des positivistes juridiques et des défenseurs de l'état de droit. On fait volontairement une confusion entre la défense de l'état de droit et la protection des libertés individuelles. Moi, je vais vous dire une chose, encore une fois, cette crise Covid nous a montré que les deux sont totalement dissociables. Prenons un exemple. Quels sont les pays prenons un pays en Europe qui n'a pas appliqué le pass vaccinal, le pass sanitaire, et qui n'est pas spécialement un état de droit, c'est la Russie. Donc comment se fait-il que la Russie ait été plus respectueuse de certaines libertés individuelles de ses citoyens, plus que des soi-disant états de droit, comme la France, qui pourtant ont appliqué des restrictions terribles. Donc, on vous rétorquera que le nombre de morts en Russie a été largement supérieur. Oui, mais encore une fois, je vous le dis, de morts du Covid, quelle est la balance que l'on fait par rapport à toute la détresse sociale, à tout l'isolement social, à tout le mal-être que ça a procuré sur un certain nombre de jeunes, sur les suicides et accessoirement aussi sur l'économie. Donc vous êtes optimiste. Moi, je suis optimiste, je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que l'état de droit, c'est une espèce de vache sacrée. Oui, c'est une vache sacrée. Mais en fait, moi, je considère que tout ce qui nous bloquait depuis des années, parce que moi, je suis un juriste qui pense toujours avec une finalité politique concrète. Et tout ce qu'on nous dit depuis des années pour les partis qui sont, ou les idées qui sont un petit peu hors du cercle, on va dire, libéral, mondialiste, classique, globaliste, c'est de dire au fond, vous ne pouvez pas, parce que si vous arrivez au pouvoir, vous serez bloqué par le droit. L'Union européenne vous empêchera de faire ça, le droit vous empêchera de faire ça, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit juridiquement. Mais non. Maintenant, nous avons vu que sous le Covid, le politique, quand il décide de définir une situation d'urgence, au nom de cette situation d'urgence, qu'il a lui-même définie comme étant urgente, parce que je rappelle que le Covid, c'est pas si urgent que ça, par rapport aux mesures qu'on a entraînées, qu'on a utilisées, au nom de cette situation d'urgence, on peut mettre le droit en dessous. Ça veut dire qu'à l'occasion de cette crise, le politique est vraiment revenu au-dessus du juridique. Donc, pour ça que je suis optimiste, si demain, nous voulons nous affranchir, par exemple, de certains traités, et il n'y a pas que les traités de l'Union européenne, mais d'autres, de certaines normes qui nous empoisonnent, eh bien, à la condition de mettre au pas, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, nous pourrons tout faire. Le politique revient maintenant au sommet de la hiérarchie des normes. Mais c'est ça la bonne chose. Le Conseil constitutionnel, ça veut dire quoi concrètement? On change les membres du Conseil constitutionnel ou on supprime le Conseil constitutionnel? Alors, il y a une réflexion à mener, effectivement, sur le Conseil constitutionnel. Moi, je pense qu'il y a plusieurs options qui sont sur la table. Il y a une première option qui part d'un constat. Le constat est simple. Dans une démocratie, Demos Kratos, tout pouvoir doit émaner du peuple. Tout pouvoir politique, j'entends. L'observation que j'ai faite du Conseil constitutionnel, et je ne suis pas le seul à la faire, c'est que c'est une institution politique. Politique parce que je vous rappelle que les membres du Conseil constitutionnel... que ce soit que des juristes qui sont au Conseil constitutionnel, un conseil juridique... Un peu comme la Cour de Karlsruhe. Comme le Conseil scientifique. Alors attention. Ben si, c'est ça. Oui, mais le Conseil scientifique... Des experts, des expertises, on connaît ce que ça vaut. On en a vu depuis 2 ans débouler. Vous avez raison. Mais alors,
en fait, il y a la question de l'indépendance qui se pose là-dessus, parce que je vous rappelle que les liens d'intérêt avec certains membres du conseil scientifique et de grosses industries pharmaceutiques avaient quand même été mis en évidence, ça n'avait pas beaucoup fait réagir. Moi, je pense que s'il y a un conseil constitutionnel demain, je vous dis, c'est un pouvoir politique. Pour moi, tout pouvoir politique doit venir du peuple ou est légitimé par le peuple. Donc, soit on le supprime, purement et simplement, et on a vécu avant sans conseil constitutionnel. Donc, à ceux qui disent qu'il n'y aurait plus de droit, plus de démocratie, je tiens à dire que le conseil constitutionnel n'est puissant que depuis 1971 et il a été créé en 1958. Avant, il y avait un comité constitutionnel en 1946, mais passons ces discussions. Il y a une autre solution qui est, vous l'avez dit, de revoir sa composition, de faire en sorte que ces juges ne soient plus nommés par des politiques, mais soient par exemple nommés par les plus hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ça peut être une idée, ou du tribunal des conflits, qui est aussi une instance importante. Les professionnels de la profession. Mais des professionnels de la profession, parce que si on veut... Ce que ça mène. Mais il faut un jugement, il faut une appréciation juridique. Et moi, j'accepte qu'il y ait un moment qu'on tranche un conflit, mais avec des arguments juridiques. Le problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'il fait de la politique. Regardez l'affaire Cédric Herrou avec cette affaire de passeurs de migrants. Je vous fais juste un petit rappel. En 2018, je crois, oui, c'était en 2018 ou en 2017, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Et cette décision, en somme, concernait un passeur de migrants qui était Cédric Herrou, un militant d'extrême gauche. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le délit de solidarité. Et ce délit de solidarité a été annulée, cette loi, par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que 9 juges ont le pouvoir d'annuler quand même une loi votée par la représentante du peuple, ce qui en termes de légitimité doit normalement nous interroger aussi. Et au nom de quoi? Et c'est là où en fait vous allez voir que c'est une appréciation totalement politique. Le Conseil constitutionnel a dégagé un principe non écrit, comme ça, qui sort de la Constitution. Et c'est ça qui est scandaleux. Principe de fraternité. Pourquoi? J'ai lu la décision. Allez la voir, vraiment. Tous les gens qui écoutent cette émission, tapez décision Cédric Herrou 2018, Conseil constitutionnel. Vous verrez. Le Conseil constitutionnel a écrit qu'il y avait 3 fois le mot fraternité dans la Constitution et que par ailleurs c'était dans la devise nationale. Donc, un principe de fraternité à valeur constitutionnelle existe et donc il est au-dessus de la loi. Et par conséquent, la loi doit être annulée parce qu'elle est en contradiction avec ce principe de fraternité, parce que Cédric Herrou a fait usage de sa fraternité humaine. Sauf que, et je termine par là, c'est là où vous voyez l'appréciation politique. Qu'est-ce que c'est la fraternité? Je vous l'ai dit, un bon juriste, il commence toujours par un bon effort de définition. Frater, le frère, celui qui s'adresse donc à un cercle qui est restreint. Votre voisin, c'est pas votre frère. La fraternité, c'est un mot qui est dans la devise nationale. Donc, la fraternité nationale. Donc, ceux qui sont hors de la fraternité nationale, donc par définition, ceux qui ne sont pas français, ce principe juridique n'a normalement pas à s'appliquer à eux. Donc vous voyez, le Conseil constitutionnel, là, en fait, il a fait de la politique. Et par ailleurs, on pourrait aussi s'amuser. Moi, j'ai compté le nombre de fois qu'il y avait le mot souveraineté et peuple dans la Constitution, une dizaine de fois pour chacun de ces mots. On aurait pu tout à fait dégager un autre principe de souveraineté du peuple à rester lui-même, et donc qui n'aurait pas annulé cette loi, et même pire, qui aurait annulé certaines lois qui accélèrent l'immigration. Souveraineté du peuple à rester lui-même. Vous dites aussi que le grand remplacement, ce thème-là qui a été imposé dans la campagne, a une incidence juridique aussi. Bien sûr, mais c'est ça qui est formidable avec le droit, c'est que le droit, on peut absolument revenir sur tout, parce que faut jamais oublier qu'avant la politique, il y a le droit. Avant le droit, il y a la politique. Oui, cette thématique du grand remplacement, j'étais assez étonné de la voir, assez ravi de la voir arriver effectivement sur le terrain, parce que sur le terrain médiatique, et d'ailleurs pour ça on peut rendre vraiment hommage à Éric Zemmour, parce qu'il a, il a vraiment popularisé ce thème, même avant d'ailleurs, pas quand il était candidat, mais quand il était simple polémiste, ou en tout cas écrivain. On dit polémiste souvent pour des gens de droite, vous avez remarqué, journaliste. Je trouve que ce qui est intéressant en fait dans la notion du grand remplacement, c'est qu'en fait nous avons enfin pris conscience d'une des autres absurdités du droit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle peuple français aujourd'hui, on dit être français, c'est un contrat social. Et un contrat, c'est une notion juridique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes français, c'est uniquement un acte d'adhésion. Seulement, voilà. Parce que le grand remplacement, et je m'interdis d'utiliser le mot théorie, parce que ce n'est pas une théorie, c'est un fait observé, et très bien décrit dans le livre que personne n'a lu, quand on en parle négativement, Le grand remplacement de Renaud Camus. Le grand remplacement nous a montré qu'il y a maintenant une distorsion évidente entre ce que le droit désigne et ce que la réalité désigne. Le droit désigne comme peuple français tous les citoyens français. Or, justement, non. Maintenant, nous pouvons ouvrir les yeux et maintenant, nous pouvons faire la distinction entre ceux qui font partie de la société et qui, vous, moi et plein d'autres personnes qui ne se sentent pas français, qui parlent une autre langue, qui vivent d'une autre manière. Nous sommes tous soumis aux mêmes lois.
Donc, quelque part, oui, nous sommes tous français. Oui, oui, nous sommes tous français juridiquement. Nous appartenons tous à la société. Mais, et c'est ça qui est intéressant avec cette notion, c'est que le peuple français, ce n'est pas qu'une notion juridique, c'est bien plus que cela. C'est une notion historique, empirique, organique. Et cette notion-là, elle ne peut pas être emprisonnée par le droit. Et nos yeux nous permettent de le voir aujourd'hui. Quand on voyage un peu en France, quand on va même pas dans les quartiers, moi je déteste dire il y a quelques quartiers, c'est des villes, voire des départements entiers, on voit très bien le changement culturel, le changement de civilisation, le changement de peuple qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que quand j'entends les Lysenko de la démographie comme Hervé Lebras qui disent il y a toujours autant de Français, autant d'étrangers, mais en fait il a raison ce monsieur. Parce qu'en fait, il met tout à fait de côté la question du droit du sol, les naturalisations, et en fait, il parle en termes juridiques. Et nous lui répondons en termes juridiques. Or, maintenant, nous devons nous détacher du juridique pour viser la réalité concrète, organique, matérielle de ce que l'on appelle peuple, et pas un simple contrat juridique, contrat d'ailleurs un peu surexploité, puisque c'est toujours une fiction, hein, vous savez, le contrat juridique de Rousseau. Donc voilà, c'est ça l'avantage. Et c'est ce peuple-là qui est grand remplacé, de cette notion. Qui est visé. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, le droit, la réalité ne correspond pas exactement à ce que le droit veut nous faire dire. Si dans 80 ans, on appelle toujours peuple français un peuple qui sera à 60-70%, 50-60%, je ne sais pas, moi, musulman, où vous aurez plus de petites églises, de petits villages, et où on ne parle plus français, on pourra toujours appeler ça français. Mais les mots ne voudront plus rien dire. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on voit que derrière toute la supercherie juridique, derrière toute la superstructure positiviste kelsenienne, eh ben, la réalité, elle frappe à la porte. Et elle est en train d'entrer. Dernière question. Quand on vous écoute sur le grand remplacement, on se dit finalement que sur cette campagne électorale, et même avant, vous l'avez dit, il y a eu une forme de libération de la parole. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec cette chape de plomb de l'unanimisme que vous voyez sur les plateaux de télévision? L'unanimisme sur la question de la crise sanitaire, unanimisme aussi sur la question de la guerre ou du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que d'un côté, il y a la libération de la parole et de l'autre côté, on a l'impression l'enfermement de la pensée? Mais parce qu'en fait, il faut distinguer la presse, et pas toute la presse, que je trouve que la presse a plutôt évolué. Enfin, je veux dire, vous avez juste à regarder, allumer parfois un peu la radio ou certaines télévisions, je ne vais pas les citer, tout le monde comprendra, et vous verrez que c'est pas que la presse est allée à droite, c'est même pas ça en fait. C'est simplement en fait que la presse décide de parler de certains sujets. Moi, j'en veux pas aux gens de gauche d'être de gauche. Je leur en veux, d'avoir en permanence des œillères et de nous imposer leurs œillères et de nous diaboliser quand on ose parler de la réalité et des choses concrètes, encore une fois. Donc, je constate effectivement que sur les plateaux télé, il y a toujours effectivement un air ambiant majoritaire, hein, c'est vrai, plutôt de la doxa dominante, comme on l'appelle, mais pour autant, vous avez vu, on parlait du grand remplacement, vous avez vu ce sondage sur le grand remplacement qui a été fait par les Échos qui n'est pas spécialement un journal de gauche, ou pas spécialement un journal de droite, centre-droit non plus, qui n'a pas une grande sympathie pour les idées du grand remplacement, de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, etc. et compagnie, et qui a montré, ce sondage nous dit 66% des Français pensent qu'il y a un grand remplacement. Donc, si vous voulez, oui, ces idées, elles ont percé la société. En témoigne d'ailleurs le score des forces de droite aujourd'hui en France. Enfin, le bloc de droite en France est très puissant. À l'inverse, le bloc de gauche est ridicule. Au moment où nous parlons, si vous additionnez toutes les voix de gauche, ça ne dépasse pas 25%. Donc oui, il y a des raisons d'espérer. Oui, c'est pour ça que je suis optimiste, toujours de nature optimiste, mais aussi parce que les faits me donnent matière à espérer. Et je pense que les années qui s'annoncent seront passionnantes. Pierre Gentillet, on va arrêter là, malheureusement. On vous retrouvera sur Bistro Liberté, avec plaisir. Sur TV Liberté, avec plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour votre invitation, Martial.